Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Huguenin, cofondateur et CEO de Visibrain. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrice. Merci, Nicolas d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir que je t'accueille. On se connaît depuis, quelques années maintenant, mais pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas même, ton logiciel, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc Nicolas, moi je suis, donc un des 3 cofondateurs de VisiBrain. VisiBrain, on est, un outil de social listening, c'est-à-dire qu'on permet aujourd'hui de capter, toute la donnée de tous les réseaux sociaux, principaux et de permettre aux entreprises et aux institutions d'y voir clair, d'anticiper, de comprendre et de décider par rapport à tout ce qui circule sur eux et leurs sujets sur les réseaux. On existe depuis, plus d'une dizaine d'années maintenant et on travaille, beaucoup en France et en Europe principalement, mais pas que. Ah, j'imagine qu'effectivement, c'est pendant ces 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'outil, mais également même dans les supports, sur lesquels, et les réseaux sociaux sur lesquels vous veillez. Justement, est-ce que tu peux pour toi, nous donner, ta vision en fait de l'évolution des réseaux sociaux ces dernières années? Oui, bien sûr. Alors, c'est une question assez vaste. On va dire que les choses, sont passées, donc il y a pas mal d'années maintenant, c'était relativement stable dans le sens où, bon voilà, il y avait des plateformes comme Facebook, qui dominaient, Twitter qui est arrivé, qui a un peu chamboulé les choses, mais finalement on voyait pas tous les jours un nouveau réseau social, émerger. Et puis, depuis pas longtemps, finalement, quelques années à peine, il y a des réseaux qui sont venus un peu, tout chambouler. Par exemple, TikTok, hein, l'arrivée de TikTok, ça a été, avec l'explosion des formats courts, la domination d'un algorithme ultra puissant qui rend les gens addicts. Ça a quand même beaucoup, beaucoup, changé les usages et puis, plus récemment, on a, l'apparition de nouvelles plateformes comme Blue Sky, ou Threads, hein, qui sont, notamment, pour Threads, une réponse de Meta au format, Twitter, X Twitter. Et puis ensuite, il y a des évolutions un peu plus profondes, typiquement, LinkedIn, par exemple, qui était un réseau, très corporate, un peu lisse, sans enfin, c'est pas négatif, mais disons que c'était très maîtrisé en termes de langage. Et c'est vrai que, depuis 2-3 ans maintenant, on voit que, c'est devenu, beaucoup plus un vrai média d'influence, que les gens se lâchent un peu plus et que c'est devenu beaucoup plus central pour les marques comme réseau. Ça, c'était vraiment la partie, on va dire le paysage un peu éclaté des réseaux sociaux. Hem, En parallèle, c'est vrai qu'on note, hein, quand même pas mal chez Visibrain une montée de tout ce qui est défiance, sur ces réseaux. Donc manœuvre de désinformation, polarisation des opinions. Heu, Avec l'arrivée de l'IA, ça augmente en volume, en puissance. Et c'est vrai que côté Visibrain, les gens qui utilisent Visibrain, on a observé une évolution des cas d'usage qui sont passés, d'une veille un peu réputation, de marque généraliste, de veille concurrentielle, à de plus en plus de demandes, plutôt de spécialistes de l'OSINT, pour, notamment les aider à détecter des manœuvres de désinformation. Voilà, et de fake news. D'accord, et effectivement, j'imagine que c'est des choses qui sont, très prégnantes aujourd'hui dans les entreprises, avec toujours la difficulté, hein, qu'on a dans ces éléments-là, pour avoir accompagné des entreprises, effectivement, d'avoir l'exhaustivité des discussions qui est toujours la difficulté, je pense pour, l'ensemble des outils. Je pense que ça continue aussi pour vous, d'avoir cette, vision exhaustive, des discussions parce qu'effectivement et on en parle beaucoup dans ce podcast-là aussi sur l'évolution, des chaînes WhatsApp, par exemple, de cette capacité à discuter, en direct auprès d'une communauté fermée.
Donc c'est vrai que c'est des choses qui évoluent, énormément et justement vous avez sorti donc, et c'était pour ça que, je me suis dit: «Tiens, il faudrait que je réinvite Nicolas pour faire un petit point», parce que vous avez sorti une étude récemment sur la parole des DIRCOM sur LinkedIn et tu l'évoquais à l'instant, hein, de cette évolution aussi de LinkedIn. On mettra bien évidemment pour, nos auditeurs un lien, vers, les notes de l'émission. Mais en fait, c'était, intéressant pour moi de savoir pourquoi déjà, vous êtes focalisé spécifiquement sur les DIRCOM, plutôt pour les CI que pour les CIO par exemple, pour cette étude autour de la leader advocacy? Ouais. Bon, en tout premier lieu, un outil comme VisiBrain, c'est principalement utilisé par les départements, communication. Donc, j'ai envie de dire, on avait envie de dédier cette étude à nos utilisateurs avant tout et c'est aussi pour ça qu'on se concentre plus, sur les DIRCOM, dans le cadre de cette, étude sur LinkedIn. Après, les le métier de DIRCOM, il a quand même pas mal évolué ces dernières années et ça nous semblait quand même intéressant, bah, de parler d'eux, puisque c'était, on va dire que c'était plus ce qu'on pourrait appeler des stratèges de l'ombre avant. Ils étaient moins mis en avant par rapport à des CEO et hem et ils sont devenus de plus en plus des vrais porte-parole, de leur entreprise, en particulier sur un réseau comme LinkedIn. Donc ça faisait sens aussi pour nous de nous intéresser à eux et de la manière dont ils communiquent sur ce réseau. Ouais, effectivement, je pense que tu as raison aussi. C'est intéressant de dire que, les DIRCOM alors il y en a qui effectivement communiquaient depuis 13 années, beaucoup d'années pardon, mais c'est vrai qu'il y a cette évolution, aussi de cette prise de parole, globale de l'entreprise dans les comex où finalement, même un DAF avant, ou un directeur financier communiquait très peu et finalement on intègre ça dans une stratégie globale de prise de parole, d'entreprise et donc en fait sur cette, étude, donc vous avez analysé 12 personnalités de grands groupes. Il y a AXA par exemple, Orange, BNP Paribas. Et justement, quels a été vos critères pour sélectionner ces leaders d'opinion, de communication? Alors comment dire? Il y avait, 2 critères principaux. Bon, le premier c'était de sélectionner des DIRCOM qui utilisent, régulièrement LinkedIn, hein, pour qu'on ait, un peu de matière quand même et comme on s'intéressait à LinkedIn et ensuite on a vraiment, fait le choix de prendre, des DIRCOM, venant d'univers variés, à la fois en termes de secteur d'activité, de type d'entreprise, de taille d'entreprise aussi. Heu, donc des grosses startups, mais aussi des grands comptes. Donc comment dire? On avait le choix. Il a fallu commencer quelque part. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude aujourd'hui là, qui concerne 12 DIRCOM, sélectionnés, elle sera certainement suivie par, une étude plus large qui en prendra, plus en compte. Mais, faut pas se dire que si vous êtes pas dans l'étude, ça ne veut pas dire que vous avez pas d'importance sur LinkedIn. Voilà, c'est Pour rassurer nos auditeurs. Alors il y a, des points intéressants aussi sur l'étude qui viennent confirmer un certain nombre d'éléments. Alors on voit par exemple que, alors Ulrich Decoen d'AXA en fait, il arrive en tête avec, 238 interactions par poste. On voit que, la régularité en tout cas pour vous dans votre étude, elle paye, à peu près un niveau de 5 postes par mois, hein. Est-ce qu'effectivement on voit aujourd'hui, est-ce que cette régularité, elle paie, par rapport à la régularité ou l'augmentation ou la volumétrie? Tu parlais de l'IA notamment aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi une volumétrie qui augmente. Est-ce que quand même ces éléments-là de régularité ont encore une importance pour vous? alors c'est une bonne question qui ramène un petit peu à la manière dont l'algorithme de LinkedIn fonctionne. Faut savoir que l'algorithme de LinkedIn, est complexe, prend en compte plein de critères. La régularité, ça en fait partie. Mais en même temps, pas trop. C'est-à-dire que si on poste trop sur LinkedIn, on est pénalisé. Pareil, au-delà de la régularité, il y a une attention particulière, exprimée par LinkedIn sur la qualité du contenu. Donc, qualité du contenu, qu'est-ce que c'est la qualité du contenu? C'est un sujet, mais en tout cas, ce qu'essaie de mesurer l'algo de LinkedIn, c'est est-ce qu'on apporte du sens, plutôt que de recopier-coller des choses qui existent déjà et également, il y a un élément intéressant
qui est donc là, tu parlais de voilà, de madame de Cohen et des interactions par poste. LinkedIn mesure beaucoup aussi, les interactions, c'est de voir si, il y a, ça génère des commentaires, notamment, et ça, c'est des choses qui sont, vraiment, comment dire? Utiles, parce que, c'est ce qui fait que votre post va être, va être, sélectionné par l'algorithme pour être, très visible. Voilà. Si je peux juste, compléter, aussi et revenir sur le sujet de la de la pertinence du contenu. Faut savoir que madame de Cohen, un des points forts dans ses posts, c'est qu'elle parle de sujets de fond, typiquement, transition écologique, par exemple, durabilité, et il faut savoir que, aujourd'hui sur LinkedIn, on mesure qu'à peu près 20 des conversations, heu, enfin, les 20 des conversations se passent autour de la RSE. Donc ça fait partie des sujets, qui sont, populaires et bien mis en avant sur LinkedIn, et en fait, en parlant de ça, ça lui permet vraiment d'être privilégiée par l'algorithme. OK. Et alors, à contrario, effectivement, quand j'ai, analysé, hein, aussi votre étude, on peut voir que, Domiti Fafin d'Air Liquide, il obtient un engagement en fait, quasi identique, mais finalement en faisant une publication mensuelle. Donc on voit bien que, comme tu le disais, il faut tempérer, ce côté absolument posté toutes les semaines, pour, répondre à l'algorithme. On voit bien que quand même il y a un besoin, de publications impactantes. Alors tu parlais de cet intérêt pour la RSE, donc ça c'est intéressant d'avoir, cette thématique-là. Il y en a mais forcément, d'autres en fonction, des personnes, mais c'est vrai que, on n'est pas obligé, voilà, c'est en tout cas, par rapport à ce que tu dis dans l'algorithme, de poster forcément toutes les semaines. Alors, si on parle des DIRCOM, plus globalement, en fait, forcément, tu l'as indiqué tout à l'heure, ils prennent de plus en plus la parole. Et ce qui m'intéressait de voir, c'était, comment aujourd'hui ils arrivent à équilibrer, leur propre, personal branding avec la leader advocacy de leur marque, comme le fait par exemple, Caroline Guillaumin de chez Orange avec 60 de relais de marque, sur ses prises de parole, LinkedIn. Ouais. Hem, c'est vrai que c'est un double objectif pour les dirigeants et les DIRCOM, hein, que j'inclus dedans. C'est, comme tu le dis, c'est à la fois, il faut incarner la marque, mais en même temps, il faut exister en tant qu'individu, et donc comment est-ce que, on arrive à bien le faire? Hem En général, et là je parle de ce qu'on observe, hein, sur le terrain, pour bien y arriver, en général, les DIRCOM, ce qu'ils font, c'est que, ils choisissent, 2 ou 3 terrains d'expression et pas plus, qui sont importants pour eux en tant que personnes et en même temps compatibles avec la voie de leur entreprise, avec, on va dire, leur objectif de communication plus corporate, et en fait, en enfin, comment dire? En suivant un petit peu cette règle, bah, comme tu le dis là, Caroline, Guillaumin, la DIRCOM d'Orange, ben, en fait, elle passe de postes, qui sont, dédiés à la marque, à des postes qui sont, disons, plus liés à son actualité ou à ses propres valeurs. Par exemple, bah, voilà, sa nomination aux 100 femmes de culture, ou des postes sur des engagements sociétaux qui lui tiennent à cœur, comme par exemple la situation des femmes en Afghanistan, ou en Afrique, et en fait, en arrivant à prendre ces deux trois sujets, heu qui sont compatibles à la fois pour elle en tant que personne et à la fois pour la marque, et elle arrive finalement à bien jongler entre les 2 sans avoir à faire un choix à chaque fois. OK. Alors il y a aussi une évolution, hein, tu l'indiquais tout à l'heure, on sait que, dans les grandes entreprises, il y avait même un conflit à une époque entre le service de relations presse, réseaux sociaux, parce qu'il y avait un mix avec les journalistes qui étaient sur les réseaux sociaux, qui s'adressaient plutôt aux personnes qui étaient présentes sur les réseaux sociaux et qui faisaient, fi des fois du rôle de l'attaché de presse. On voit bien par exemple quand vous avez analysé, le profil d'Ismaël, Mansouri de Doctolib, il consacre 64 de sa communication au relais de presse. Est-ce que justement, pour toi, cette thématique-là, aujourd'hui, elle peut, justement être, vraiment mise en valeur par, les DIRCOM, sur, LinkedIn?
Hem, alors effectivement, c'est un cas intéressant Doctolib, parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a, comment dire? Le métier, on va dire traditionnel d'un IRCOM, souvent, c'est eux qui prennent la parole dans les médias traditionnels. C'est aussi, de manière générale, un exercice qui est exercé par, la direction générale au sens large et en fait, dans ce cas précis, le le il faut pas voir, comment dire? Les médias, enfin, les médias traditionnels et les réseaux sociaux, c'est deux grands médias qui sont complémentaires et qui sont, enfin, qu'on n'oppose pas, mais qui sont pas en opposition, pardon, mais qui sont plutôt très complémentaires et en fait, ici, le rôle, de Ismaël Mansouri, ça va vraiment être de prolonger la durée de vie, sur les réseaux sociaux de la communication générale de son entreprise. Je sais pas si ça te parle en tout cas, mais et ce qui est intéressant, c'est que, bah, que voilà, c'est que sur les réseaux, quand on poste des choses, par exemple sur LinkedIn, souvent un contenu qu'on poste, il va avoir une durée de vie d'à peu près 2 semaines. C'est à peu près le temps pendant lequel, l'algorithme, va faire, vivre et va proposer à d'autres utilisateurs, ces contenus et donc en se faisant le relais de son entreprise, elle va permettre aux informations émises par son entreprise de vivre encore, plusieurs semaines, quand bien même le communiqué de presse est finalement un petit peu one shot. C'est vrai que ça, faut pas l'oublier pour nos auditeurs. Souvent, on parle souvent de très court terme sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit quand même que LinkedIn, alors pour chacun, on peut le voir avec les algorithmes, nous propose, des posts d'il y a une semaine, alors 15 jours après pas forcément, mais en tout cas au moins une semaine, moi je constate sur mon fil, et que, finalement il y a un temps, qui n'est pas le même sur LinkedIn et que, c'est un point important peut-être, pour nos auditeurs à ne pas oublier. C'est qu'effectivement, bah, comme tu le disais, ça peut redonner vie à une actualité qui date un peu, et être remise en valeur grâce à cette mise en avant d'un DIRCOM. Alors l'étude, elle mentionne aussi, hein, une partie plutôt storytelling personnel. Par exemple, si on prend l'exemple au Crédit Agricole, ils parlent, bah, de la manière dont, les alternants sont accueillis, et vous avez analysé que ça génère 49 de réactions de plus que la moyenne. Alors est-ce que, justement, est-ce que pour toi, l'émotion, elle reste encore le moteur principal sur un réseau professionnel comme LinkedIn pour faire justement la différence avec, on va dire, des posts plutôt, classiques? Ouais. Oui, en fait, l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui fait réagir les gens de manière générale, hein. Je parle pas que de LinkedIn. C'est ce que, les publicitaires cherchent à faire, en permanence. C'est valable sur tous les réseaux, en particulier sur LinkedIn, qui est un réseau très corporate. C'est vrai que la plupart des messages sont, souvent, bah, corporate, homogènes, assez lisses, assez maîtrisés et un post qui déclenche une émotion, d'ailleurs, qu'elle soit positive ou négative, hein, c'est quelque chose qui va sortir du lot et hem et attirer tout de suite l'attention. Voilà et souvent générer, beaucoup de réactions. D'accord. Alors, ici, dans ce podcast, on parle aussi une thématique alors qui a évolué parce que quand j'ai débuté il y a 3 ans ce podcast, je parlais de facebookisation de LinkedIn. Maintenant avec les échanges que j'ai avec les différents intervenants, on parle de tiktokisation de LinkedIn et on voit, par exemple, que, donc, Anthony, Colombani, hein, le DIRCOM de Bouygues, il a obtenu par exemple pour un post, qui parle de son parcours, personnel avec une photo d'enfance 3 fois plus de réactions. Alors est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, justement, ces réseaux sociaux, impliquent forcément, qu'on parle de choses très personnelles pour que, se démarquer, par rapport aux autres personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il faut pas se forcer, c'est-à-dire que, hem, ça va vraiment dépendre des personnes, qui communiquent. Si, quelqu'un qui se force à partager des anecdotes, personnelles et qui est pas à l'aise avec ça, c'est pire que de pas le faire déjà, donc ça c'est important à garder en tête. Hem, voilà après, bon, tu as parlé de la tiktokisation, c'est vrai que, heu, aujourd'hui ce qu'on observe c'est quand même que
il y a de plus en plus un mélange, entre la vie personnelle et la vie professionnelle des dirigeants dans leur communication, et ça marche bien aussi parce que les personnes qui reçoivent ces messages, elles se sentent, plus proches. Disons qu'un DIRCOM qui partage une anecdote personnelle, on va toucher à l'émotion et on va aussi, toucher à la proximité. On va se sentir plus proche d'un DIRCOM, plutôt que quelqu'un qui fait que de la communication corporate pure et dure, voilà. Donc, nous, on mesure que ça fonctionne très bien, cette alternance entre, information corporate, information, personnelle, mais, il faut vraiment que ce soit sincère. Voilà, et assumé par la personne qui le fait, et pas juste une stratégie de communication. Ouais, et puis souvent ce qu'on répète, hein, c'est que, c'est un équilibre aussi. C'est-à-dire que si on ne fait que ça toute la journée, on va fatiguer, aussi, nos communautés. Donc ce qui est bien, c'est, l'équilibre entre les différentes prises de parole, pour intéresser, nos communautés. Il y a aussi, une interrogation dans votre étude justement sur, bah, aujourd'hui on a, des pages, corporate de marques qui fonctionnent de moins en moins, on va dire, parce que l'algorithme aussi, préfèrent personnaliser, incarner beaucoup plus, et donc les pages personnelles sont plus mises en avant. Est-ce que, pour toi justement, il faut quand même, quand on est une marque, se dire, ben, finalement, elle a toujours autant d'importance, malgré, la performance des comptes personnels de leader advocacy, mais il faut quand même qu'on garde cette page et qu'on continue à l'animer d'une manière dynamique? Oui, en fait, c'est pareil, c'est très complémentaire. Aujourd'hui sur LinkedIn, les profils, personnels, ça génère, en moyenne 6 fois plus de d'engagement, d'interaction que les pages corporate. Malgré tout, c'est pas pour cette raison qu'il faut arrêter, les pages corporate. Par contre, ça pose une question, on va dire, importante, qui est plutôt de l'ordre de l'employé advocacy. C'est de se dire, «OK, la voix personnelle, elle porte, mieux sur LinkedIn que la voix, purement corporate. Comment on fait pour profiter, comment dire? De la présence de l'interne, hein, des gens de mes collaborateurs, en interne, pour pouvoir, porter la voix de la marque?» Et à ce propos, enfin ça tombe bien parce qu'il y a quelques semaines, on a sorti une nouveauté dans VisiBrain qui va exactement dans ce sens-là. C'est que jusqu'à présent, donc on est le seul outil aujourd'hui qui permet de faire de la veille sur LinkedIn, de sa marque, de thématiques, et on peut, depuis peu, veiller, l'activité de ses collaborateurs, dans VisiBrain. Ce qui permet d'avoir en temps réel, finalement, une capacité de détecter ces vrais ambassadeurs internes sur un réseau, comme LinkedIn, et ça, c'est la 1re brique qui permet ensuite de monter des programmes ambassadeurs performants, puisqu'on va s'assurer qu'on met dans ces programmes ambassadeurs, des personnes qui ont déjà une communauté ou déjà de l'impact sur LinkedIn, et de s'en servir pour pouvoir porter la voix de l'entreprise, et je reviens à ce que je disais au début, comme cette voix, personnelle, elle a plus d'impact que les canaux corporate. Ça permet vraiment à une marque de profiter pleinement de la puissance d'écho interne qu'elle a, pour porter sa voix sur LinkedIn. D'accord, et puis au plus, on rappelle à nos auditeurs, hein, que aussi vous pouvez, en tant que personnel, remettre en avant aussi des actus de votre page, d'entreprise. Certes, c'est moins de performance, mais ça permet de concourir justement au développement de la reconnaissance de cette page. Alors vous avez détecté en fait, Il vaut mieux la mettre en commentaire, il vaut mieux la mettre en commentaire. Dans les bonnes pratiques performance, ouais. pour l'algorithme. Ouais, et puis et autrement sur la partie, donc vous avez défini, donc 5 bonnes pratiques, qui aujourd'hui, donc sont identifiées. Alors si on devait en retenir qu'une seule, pour toi, si aujourd'hui un auditeur, se pose la question comment se lancer, comment avoir, l'audace, de se lancer, laquelle tu retiendrais? Ouais, hem, donc, pour, ce serait la troisième. La troisième qu'on a appelée «humaniser pour engager». En fait, le conseil qu'on donnerait, c'est pour un dire comme, c'est de ne pas hésiter à sortir du ton un peu classique corporate pour vraiment, rendre sa communication plus authentique et créer plus de proximité. Voilà, et évidemment, alors c'était pas dans les enseignements, mais
C'est évident que derrière, c'est quand même important, et je le dis, hein, de mesurer aussi ses actions. Donc, avec un j'espère un logiciel comme, VisiBrain, aussi pour vérifier, que ça a de l'impact. Voilà, et pouvoir, redéfinir sa stratégie de communication si on voit que ça n'a pas les résultats attendus. D'accord. Alors tu viens de parler justement du côté collaborateur, donc on appelle, dans le marketing advocacy l'employee advocacy avec, la partie leader, la leader advocacy. Est-ce que pour toi, tu pourrais nous redonner, ta vision, toi, et nous donner une définition de la leader et de l'employee advocacy aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Hem, donc aujourd'hui, quand on est une entreprise de plusieurs dizaines de milliers de personnes, en fait, on a en interne, des ambassadeurs potentiels naturels qui sont, des personnes qui ont déjà beaucoup de d'impact ou d'écho sur les réseaux sociaux. Ils parlent pas forcément de la marque, ils parlent pas forcément de sujets, que porte la marque, mais ils ont déjà une audience naturelle, très forte. Côté marque, et stratégie de communication, bon, il y a les canaux classiques dont tu parlais, leur site web, la publicité qui peut être faite, mais c'est vrai qu'un des enjeux des marques aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver des canaux, plus authentiques et de s'appuyer sur les forces en présence qui existent déjà, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des influenceurs internes, mais on les connaît juste pas. Quand on est une grosse boîte de 100 000 personnes, c'est pas facile de connaître tout le monde, et donc l'emploi advocacy, ça va être cette idée de détecter et de créer des programmes, internes qui vont permettre à des personnes qui veulent soutenir d'un point de vue communication, son entreprise et qui ont, de l'impact sur les réseaux, de pouvoir, s'entraider. C'est-à-dire que d'un côté, la partie corporate de l'entreprise va les aider en leur fournissant, toute la matière, possible pour pouvoir, aider la communication de l'entreprise, et de l'autre côté, les employés qui veulent soutenir leur marque vont s'en servir pour pouvoir aligner leur communication sur les réseaux avec la communication, plutôt corporate. Voilà, et du coup, à la fin, on a le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, les comment dire? Les éléments clés, ou les sujets clés sur lesquels veut se positionner la marque, qui sont pas portés par la marque, mais portés par ses employés. Donc on a ce côté, humanisé pour engager, qui permet d'embarquer, heu, des dizaines, voire des centaines, voire parfois des milliers de personnes en interne. Voilà, et donc ça se résume plus à un DIRCOM ou une DIRCOM et un canal, officiel, corporate, PDG ou autre. Ça vraiment, heu, les porte-parole de l'entreprise deviennent en fait des milliers de porte-parole de l'entreprise. Et il y a des marques, par exemple comme la SNCF, ou d'autres, qui se rendent compte qu'en fait sur le terrain, elles ont des superstars sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, mais pas que, hein. Il y a d'autres réseaux comme TikTok qui sont hyper importants, ou Instagram, et en fait, c'est des gens qui sont prêts à aider leur entreprise, mais tant qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu le lien entre les 2, c'est-à-dire, la corpo qui détecte, ces personnes-là, et puis la personne terrain qui discute avec la corpo, le lien se fait pas, et ils sont un peu désaccordés, je dirais, et donc l'employé advocacy, c'est comment j'accorde ça pour qu'une marque puisse, devenir en fait, 1000 porte-voix plutôt qu'une poignée. D'accord. Alors je voulais revenir, tout à l'heure, tu as parlé aussi d'un sujet qui m'intéresse énormément, c'est le côté, désinformation, fake news. On voit bien que, en plus avec les élections, présidentielles qui arrivent, les éléments vont encore augmenter de manière considérable. On voit bien aussi que, ben, quand on prend la parole, sur les réseaux sociaux, on devient plus exposé, donc on a aussi un risque, plus grand, de viralisation négative. Pour toi aujourd'hui, comment les dirigeants, ils doivent intégrer cette gestion du risque, dans la stratégie d'advocacy? Ouais, c'est une bonne question. En fait, bon, il y a des exemples, par exemple, je vais en citer un, mais parce qu'en fait, c'est un sujet assez compliqué en réalité, puisque le tout ce quand tu parles de fake news, des informations et d'emploi advocacy, bon, l'entreprise, heu comment dire? C'est dans un cadre professionnel, mais aujourd'hui, c'est vrai que, comme chaque, employé d'une entreprise est potentiellement également l'ambassadeur de son entreprise, même dans la sphère privée, s'il y a des dérapages, il peut,
ça peut avoir un impact sur l'image de l'entreprise. Un exemple très concret, c'est, le il y a eu une crise, il y a quelque temps sur Tonu Slip français, hein, je sais pas si ça, peut-être que certains s'en rappelleront, où en fait, il y a eu un tollé médiatique après le une soirée, blackface d'employés, qui, dans une sphère, privée, donc on fait cette soirée et ça a eu, ce tollé médiatique finalement est retombé instantanément sur l'entreprise. Hem, dans ce contexte-là, c'est vrai que dans la stratégie d'employé d'Vocacy, heu, l'idée c'est pas juste de donner la parole, c'est aussi de suivre, les prises de parole. Voilà et que je sois clair, on parle pas de surveiller, ses employés, mais on parle plus de piloter la communication globale de l'entreprise qui ne concerne plus que son DIRCOM et son PDG, mais qui concerne également l'intégralité des personnes, et des employés de l'entreprise. Voilà. OK. D'accord. Mais c'est vrai que pour nos auditeurs, il y a toujours, un risque, on le sait, mais souvent, bon, voilà, il y a besoin d'une gestion de ce risque maîtrisé et les outils permettent, justement souvent, de cette gestion maîtrisée. Il y a un sujet aussi, hein, qui est souvent évoqué, qui est, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, arriver à dire, est-ce que, une prise de parole ou le succès d'un dirigeant sur les réseaux sociaux, est-ce que ça se mesure à son audience? Est-ce que ça mesure, dans la capacité, à faire du business? Est-ce qu'on c'est dans le recrutement? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu arrives à définir un peu, quel pourrait être le succès, d'un dirigeant sur les réseaux sociaux dans sa prise de parole? Oui, alors c'est multiple, hein, c'est vrai que le le succès d'un dirigeant sur LinkedIn, c'est pas uniquement l'audience, même si, évidemment, c'est important d'évaluer, les impressions qu'on a, les réactions, le nombre de commentaires et cetera, puisque ça, c'est très valorisé par l'algorithme, de LinkedIn. Donc, voilà, il faut en tenir compte. Mais on parle de recrutement, une bonne stratégie de leader advocacy, c'est, c'est aussi de mesurer, l'impact que ça peut avoir sur la marque employeur, et c'est-à-dire, typiquement le nombre de recrutements ou la qualité des recrutements, ou des candidatures spontanées qui arrivent. Ça, c'est souvent un des critères aussi, hein, qui est pris en compte. C'est pas que de la com, mais il y a aussi des enjeux RH, très importants et hem et enfin, je dirais sur les aspects plus business purs, c'est vrai que l un dirigeant qui a du succès sur les réseaux sociaux, ça peut générer des leads, donc ça peut aider côté vente, mais nous, on le voit pas, comme une action directe transactionnelle, c'est plus, une action indirecte. Voilà, ça va soutenir indirectement, le département, commercial et le département marketing. Voilà. OK. Alors on parlait tout à l'heure, hein, de TikTokisation de LinkedIn avec des prises de parole très personnelles. À l'inverse, aujourd'hui, on a, ou en complément, on va dire plutôt, on a en fait des mouvements, par exemple patronaux, qui demandent à leurs adhérents de parler beaucoup plus sur les enjeux économiques, les enjeux sociétaux, qui sont, pas forcément en lien direct avec, leur entreprise, mais d'être beaucoup plus, partie prenante, on va dire, dans le débat public. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça, c'est aussi une tendance qu'on peut, voir au sein de ces prises de parole des dirigeants? Ouais, oui, en fait, disons que je vais enfin, c'est je vais répondre dans l'autre sens, c'est qu'en fait les dirigeants, ils sont attendus, sur ces sujets. Donc d'une certaine manière, c'est difficile pour eux de pas se positionner dessus, en particulier quand on sait, comme je l'ai dit, précédemment que, bah, par exemple sur la partie, sur les sujets RSE, c'est 20 des discussions qu'il y a sur LinkedIn en France. Donc c'est vrai que, hem quand on est dirigeant d'un grand groupe, ne pas en parler, c'est presque suspect. Donc d'une certaine manière, faut un peu suivre le mouvement, je dirais, dans ce cas précis et sans faire du greenwashing, c'est quand même important de se positionner dessus. D'accord. Et donc en fait, dans cette partie-là, il y a aussi, je l'ai évoqué tout au début,
une évolution alors qui est pas aujourd'hui, vraiment matérialisée en France vis-à-vis de la leader advocacy, mais qui est plus au niveau des marques. Mais on voit bien, on a fait un épisode spécial sur ce sujet-là il y a quelque temps, avec Thomas Rudel sur, la capacité ou non à un moment donné de se poser la question, en tout cas en tant que leader, d'avoir, un canal spécifique, de chaîne WhatsApp. Est-ce que, toi aussi tu penses que ça peut être une réflexion, un outil supplémentaire dans la prise de parole, des dirigeants? Alors je dirais oui, plus pour la marque en réalité que le dirigeant directement. Après, je me sens pas, comment dire? Légitime pour bien répondre à cette question parce que, nous chez VisiBrain, on travaille sur de la donnée publique et c'est vrai que, on n'a pas d'analyse directe de ce qui se passe sur, des canaux comme WhatsApp. Donc je pense que c'est une question qui est plus à poser avec des grandes marques qui testent ce genre d'initiative, puisque nous, on n'a pas de recul, là-dessus. OK. Mais on et c'est vrai qu'en tout cas, vous pour nos auditeurs, on mettra dans les notes de l'émission, cet épisode spécial que j'avais fait avec Thomas Rudel parce que en tout cas, moi, c'est un peu le retour aux sources. C'était un peu pour moi, c'est un sujet qui m'interroge vraiment sur le retour aux sources des réseaux sociaux, plus descendant, moins en interaction, avec les communautés. On voit bien avec les canaux, par exemple, sur Instagram, où on est vraiment c'est pareil, on peut faire juste un petit like, enfin, très peu d'interaction avec la personne qu'on suit. Donc il y a quand même une réflexion globale, je pense, à se poser. Alors peut-être que c'est encore trop tôt. En tout cas, c'est un pour moi assez fondamental. Alors on arrive, au terme de cet épisode et puis, bah, de manière, classique, ben, je pose la question, à mes interlocuteurs sur, savoir s'ils pourraient nous donner quelques noms, de dirigeantes ou dirigeants, qui nous permettraient de découvrir pour toi les bonnes pratiques, ou l'intérêt, de la prise de parole de certains dirigeants. Oui, je vais enfin, quand tu poses la question, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, c'est, Aurélien Defay, donc qui est le directeur de la communication digitale du groupe Carrefour. Hem, je vous invite à regarder un petit peu, ce qu'il fait parce qu'en fait, il est, très innovant, enfin, il comprend déjà très bien les codes des réseaux. Il est très innovant dans la manière dont il crée du contenu, chez Carrefour. Il suit beaucoup le PDG, Alexandre Bompard et il a vraiment, cette capacité à le rendre accessible, je dirais, avec, vraiment, quand on voit, les contenus qu'il arrive à produire, on a l'impression, hem, bah, que monsieur Bompard, il est à côté, enfin, que Alexandre, il est en train de nous parler à nous, à moi derrière mon ordinateur et c'est vrai que lui, il a vraiment su casser les codes, de la communication corporate un peu traditionnelle pour faire quelque chose de beaucoup plus innovant et il est en permanence en train de tester des nouveaux formats. Voilà, c'est assez rafraîchissant, je pense, quand on est un DIRCOM de regarder ce qu'il fait. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'Alexandre Bompard est aussi un peu référence. Je me souviens, il y avait eu, une viralisation d'une, jeune tiktokeuse, je crois qu'elle était hôtesse de caisse, je crois que c'était du côté de la Mayenne et elle avait donc, buzzé et ben, Alexandre Bompard était même venu, dans le carrefour, concerné et avait, fait, une petite danse avec elle. Donc il y a, Ouais. des choses comme ça qui sont très innovantes que fait Alexandre Bompard et Carrefour et donc, on va regarder plus attentivement donc ce que fait le DIRCOM, de Carrefour. Merci donc, Nicolas. On arrive au terme de cette émission et de cet échange, très intéressant sur l'étude. Donc je rappelle que, on la mettra dans les notes de l'émission. Vous pourrez, effectivement la télécharger en mettant bien évidemment les contraintes habituelles de nom, prénom et un certain nombre d'informations, pour pouvoir télécharger. Mais en tout cas, je vous la conseille. En tout cas, c'est une étude qui est intéressante sur, les di sur, 12 DIRCOM et ça Mmh. donne en fait, quelques points, d'ancrage importants et puis on attendra la suite puisque tu nous as dit que d'autres études, sortiront sur, le sujet. Merci Nicolas, Avec de plaisir, nous avoir, Patrice. partagé et puis, bah, écoute, pour nos auditeurs, je propose en fait de partager cette émission, auprès d'une personne qui pourrait pourrait être intéressée par ce sujet-là. Vous savez que c'est comme ça qu'en fait, notre podcast se développe, énormément de plus en plus. Vous pouvez aussi mettre des notes sur, les différents, Apple, et les différents plateformes de podcast pour que derrière effectivement notre, podcast soit de plus en plus connu, et donc je vous propose en fait, de nous retrouver, dans 15 jours pour encore une belle rencontre autour de la leader advocacy. Merci Nicolas. Merci beaucoup, Patrice.
Au revoir.